C'est notre signal pour commencer. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents pour cette discussion sur l'histoire du zine au Québec. Donc, je me présente. Je m'appelle Catherine Rattel-Montemilio. Je suis bibliothécaire à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, l'histoire des zines, ça m'intéresse parce qu'à la Bibliothèque nationale, on a une collection patrimoniale. Donc, toute la perspective historique, les discussions qu'on a aujourd'hui, la recherche qui est produite sur le sujet, ça influence la manière dont on aborde nos collections. Donc, je suis vraiment contente que vous soyez là tous les deux. Je pense que les discussions qu'on va avoir vont être très stimulantes. Donc, on va parler d'histoire d'usine, mais on va aussi voir un peu plus large que ça. On va parler d'éditions indépendantes, on va remonter dans le temps, puis on va se questionner sur, entre autres, la manière dont on définit le zine aujourd'hui, mais dans le passé aussi, puis peut-être qu'il y a des publications antérieures à ce qu'on considère le zine aujourd'hui qui sont quand même dans cet esprit zine-là. Donc, on va aborder un peu tout ça. Donc, je présente mes deux panélistes. Donc, Stéphanie Roussel, tu es autrice, éditrice, directrice littéraire de la revue Estuaire, et tu es aussi chercheuse. Donc, tu es doctorante à l'Université Laval où tu poursuis une thèse en recherche-création en études littéraires. Et Isabeau Legendre, donc chercheur aussi, tu viens tout juste de déposer ta thèse qui portait sur les zines dans le cadre de ton doctorat à l'Université Queen's en Cultural Studies. C'est bien ça, bon. Bienvenue, merci à vous deux. Donc, un peu comme je disais, donc vous êtes deux chercheurs dans différents domaines, mais quand même connexes. Je ne sais pas si vous voulez commencer par expliquer à l'Assemblée comment le zine est arrivé un peu sur votre parcours académique, donc comment vous êtes arrivé à faire des recherches là-dessus, comment c'est arrivé sur votre chemin. Je vais commencer. C'est ça. Moi, j'ai tout mon parcours, disons, de recherche plus académique, plus sérieuse, s'est concentré beaucoup autour de l'étude des zines. Donc, j'ai fait ma maîtrise sur les zines au Québec. Là, je suis en train de finaliser mon doctorat sur les zines, l'histoire des zines, surtout aux États-Unis et en France. Donc, c'est arrivé relativement tôt, puis ça a une place assez centrale dans mon parcours de chercheur universitaire. Comment c'est arrivé à moi? Ben, en gros, j'étudiais en études littéraires à l'UQAM. Dans les cours, les questions politiques ou sociales abordées en lien avec la littérature étaient très, très présentes, notamment des questions en lien avec la communauté, avec l'agentivité, etc. Puis en parallèle, j'étais en contact avec le milieu des zines à Montréal depuis un bon bout déjà. Puis l'idée, disons, de base qui m'a poussé à faire de la recherche sur les zines, c'est que j'avais l'impression que les questions qui étaient posées en études littéraires trouvaient leur réponse beaucoup plus dans les zines que dans la littérature éditée dans les maisons d'édition conventionnelles. Donc, c'était un peu ça comment dire, La bougie d'allumage. Oui, c'est ça, exact. Le point de départ de mon intérêt pour la recherche sur les zines. Merci. Toi, Stéphanie? Moi, le zine est arrivé des fois par intermittence. J'ai étudié de la culture populaire, puis là, j'ai étudié les fanzines dans des colloques, par exemple. Mais surtout, avant de faire le doctorat à l'Université Laval que je suis en train de faire, j'ai commencé un autre doctorat sur l'autopublication, puis les croisements entre les institutions et les marges, les intersections de ça. Et pendant un groupe de recherche, je m'étais spécifiquement intéressée à la constitution du champ de la poésie entre l'autopublication dans les années 40 jusqu'à l'institutionnalisation dans les années plus 60. Donc, ce moment-là spécifique du milieu de la poésie. OK, super intéressant. En tout cas, vous n'êtes pas facilité la vie, je pense, en choisissant des sujets comme ça, un peu de la marge pour faire des études, mais ça prend ça. Nous, on a besoin de ça en bibliothèque, des gens qui veulent bien travailler là-dessus parce que ça nous nourrit beaucoup. Donc, aujourd'hui, on voulait aborder l'histoire des zines au Québec, puis on s'est rendu compte que c'est un sujet qui est quand même assez vaste, qu'on pourrait partir de différentes perspectives pour l'aborder. Donc, on peut peut-être un peu commencer avec ça. Donc, c'est quoi vos perspectives sur l'histoire du zine? Donc, je m'avance un petit peu, mais je sais qu'Isabeau, tu as étudié le zine en remontant au premier zine au Québec, alors que Stéphanie, c'est plus justement dans la poésie indépendante. Il y a des ouvrages publiés au début du 20e siècle au Québec avec lesquels on peut faire plein de parallèles avec l'histoire du zine. Donc, je ne sais pas si vous voulez élaborer un petit peu plus là-dessus. Veux-tu commencer? Non? C'est parce que, en même temps, moi, c'est un peu en réaction. Oui, okay, ça serait peut-être mieux si tu commences. Parfait, je vais commencer. Pour que je puisse m'opposer après. C'est ça. Dans mon travail sur les zines au Québec, je me suis confronté un peu à un problème théorique de définition. C'est quoi un zine? Tu sais, en fait, la question, c'est qu'est-ce que j'allais inclure et qu'est-ce que j'allais pas inclure dans mon travail.
Puis, dans ce travail de recherche-là, mon critère, ça a été le mot zine ou fanzine, qui était le mot qui était plus utilisé au début. Puis, qui l'utilisait, dans quel contexte, pour parler de quelle publication. Puis ça a été ça un peu le critère arbitraire, un peu au fond, que j'utilisais pour faire la distinction. Puis, en utilisant ce critère-là, ben, la première publication au Québec qui porte la mention fanzine, qui se revendique comme un fanzine, c'est Requiem. J'en ai un numéro ici, là. C'est un fanzine, donc, de science-fiction qui a commencé à être publié à partir de 1974. Ça soulève donc plusieurs problèmes de uniquement se concentrer sur le mot parce que ça ressemble pas vraiment aux zines d'aujourd'hui. Donc, ça utilise le mot, mais en même temps, il y a quelque chose qui s'est passé entre ce moment-là et aujourd'hui dans l'utilisation du mot. Puis, un autre problème aussi, ben, c'est que 1974, ça paraît loin, mais dans l'histoire des zines dans le monde, c'est très tardif. Tu sais, les premiers fanzines de science-fiction comme celui-là dans le monde apparaissent aux États-Unis puis au Royaume-Uni dans les années 30. Donc, il y a quand même un énorme décalage entre les deux. Puis ça aussi, c'est un peu une limite, entre guillemets, de la décision que j'ai prise de me concentrer sur l'utilisation du mot. Moi, dans mes recherches, je ne m'étais pas réellement concentrée sur les zines, en fait. Je m'intéressais à l'autopublication dans le milieu littéraire. Donc, à partir des années 1900, je m'intéressais à c'était quoi l'autopublication et son évolution jusqu'à aujourd'hui. Puis, dans mes recherches, j'ai lu entre autres le mémoire d'Isabeau, qui faisait arriver le zine littéraire très tardivement dans l'histoire du zine. Puis, la première réaction que j'ai eue, c'est « Mais si on définit le zine de cette façon-là, pourquoi le zine littéraire, à part, excepté sur l'appellation zine, arrive à ce moment-là? On ne peut pas prendre l'histoire littéraire, en prendre juste une tronction qui s'associe au zine, puis oublier tout ce qui vient avant. » Parce qu'il existait déjà des publications artisanales, il existait déjà des publications distribuées gratuitement en littérature qui contestaient les normes. Donc, tout ce qui vient avec la scène du zine existe depuis beaucoup plus longtemps que les années 70. Donc, moi, ma question à partir de là, c'est quoi un zine et comment qu'on peut entrecroiser ces histoires-là et pas en faire que quelque chose vient parasiter une autre chose, mais voir qu'il y a peut-être des choses qui se sont développées en parallèle et un jour, ont décidé d'utiliser le mot de la même façon ou ont décidé de s'associer autour d'une même définition pour continuer leur chemin ensemble. Oui. Bien, ça m'amène à ma prochaine question, en fait. C'est quoi un zine pour vous? Parce que, tu sais, en bibliothèque, par exemple, pour nous, ce que c'est un zine en ce moment, c'est même pas la même chose qu'il y a 5 ans, mettons. Fait que toutes ces réflexions-là, ça évolue. Puis pour nous, en tout cas en bibliothèque, c'est dur de faire des changements. Là. Ce qu'on a considéré comme étant un zine va le rester pour toujours et à jamais, là, pratiquement. Alors qu'il y a des choses comme Requiem, c'est que c'est écrit fanzine dedans, mais que ça ne sera jamais un fanzine dans nos bibliothèques. Donc, c'est intéressant de se poser la question de la définition. Donc, est-ce que vous voulez commencer par c'est quoi un zine aujourd'hui, puis peut-être après faire rebondir ça avec d'autres définitions qui ont existé dans l'histoire? Je ne sais pas comment vous voulez aborder la définition du zine. OK, bon, ben un zine aujourd'hui, ben moi, j'ai quand même passé beaucoup de temps dans les derniers jours à expliquer c'est quoi un zine à des gens qui savent pas du tout. Puis ce que je dis le plus souvent, c'est que c'est un petit livre ou un petit magazine auto-édité, auto-distribué. Puis donc, ça implique une approche liée à la production, un rapport à la distribution, donc un circuit différent de celui de l'édition conventionnelle. Puis aussi, aujourd'hui, bien, on voit beaucoup de techniques d'impression artisanales, l'idée de le fabriquer soi-même. C'est pas juste de le faire avec le moins de moyens possible, mais aussi de venir intervenir dans toutes les étapes du processus de production. Puis, si on le relie à une histoire récente, ben là, c'est de le rattacher à la bande dessinée underground, au milieu de la poésie, au milieu des arts visuels via le livre d'artiste. Il y a comme une espèce de périphérie autour du zine qui vient se brancher dans le milieu culturel. Puis, c'est ça, la littérature, la bande dessinée, les arts visuels, le design graphique. Il y a une partie aussi liée au milieu militant. Via toute la tradition de publication anarchiste, féministe, queer, etc. Donc, voilà. Moi, je trouve ça dur de définir c'est quoi un zine parce que
parce que tout change. Fait que si on décide de définir le zine selon son mode de distribution, mais si la distribution change, comment on fait pour continuer à garder une même définition? Si on définit ça sur les modes de production, il y a quelque chose qui pour moi, ne fonctionne, qui rend vraiment difficile de trouver une définition fixe à quelque chose de très mouvant, en fait. Donc, qu'est-ce qu'un zine? J'ai l'impression que ça se définit mieux sur ce que ce n'est pas. Par exemple, c'est pas un livre d'art, c'est pas un objet d'art. Ça se veut pas un objet de collection qui vaut très cher et mais il peut le devenir. Hein? On ne sait jamais qu'est-ce que ça devient, mais il n'est pas conçu à la base pour le devenir, je crois. Ce n'est pas non plus quelque chose qui est conçu pour nécessairement atteindre un très, très grand public rapidement. Donc, être distribué de manière rapide et accessible à un très grand nombre de personnes, d'une manière un peu plus industrialisée peut-être. Mais de dire ce qu'est un zine, des zines, des fois, c'est des objets, une brique avec un bout de texte dessus. Des fois, un zine, c'est tellement de choses. J'ai l'impression que c'est un mot parapluie. Qui est peut-être une réinvention de ce que c'est de faire de la BD ou de ce que c'est de faire de la littérature. Donc, c'est peut-être un processus de réflexion, de production, de distribution qui est en remise en question constante. Pour moi, ce serait ça, un zine. Un zine, c'est des gens qui se posent des questions en le faisant. Qui fait que ça serait que dans l'intentionnalité de la personne qui le fait. Je crois que oui, ça se met moins bien en bibliothèque, hein, cette question-là. Oui, c'est ça. On a bien de la misère avec ça. Mais même d'un point de vue, tu sais, moi, ma recherche essaie d'être quand même plus du côté de la systématicité, puis de rationaliser un peu, ou en tout cas faire un peu d'ordre, ou comment dire? Oui, c'est ça. Comme mon projet de recherche sur les zines au Québec, c'est de faire un portrait des zines au Québec maintenant, puis une histoire qui mène jusqu'à ce qui s'est fait maintenant, bien, en gros, il fallait que je me pose des questions pour savoir qu'est-ce que j'allais inclure, qu'est-ce que j'allais pas inclure. Mais même avec cette approche-là, l'intentionnalité est très importante comme critère de définition parce qu'au final, le seul vrai critère qui peut être utilisé, bien, c'est est-ce que ça veut être un zine ou pas. T'sais? Des trucs qui ressemblent à des zines mais qui ne veulent pas en être, pour moi, en sont pas. Puis des trucs qui ressemblent à des livres ou à des objets d'art, limite, mais qui s'inscrivent dans ce milieu-là, qui veulent être des zines puis qui sont reconnus comme tels par leur père, ben, en gros, c'en est. T'sais. Oui, puis ici, on pense à Requiem, justement. C'était clair pour eux autres qu'ils voulaient constituer une gang, une communauté autour de gens qui tripaient sur la science-fiction. En tout cas, c'est comme ça qu'ils l'écrivent à l'intérieur. Puis quand tu disais, la définition, c'est auto-édité, auto-distribué, tout ça, bien, il y a des choses du début du 20e siècle. Je ne sais pas si on veut parler tout de suite de Las Quinn, mais qui est un cas super intéressant d'un homme que lui, ça intéressait zéro là, d'être dans l'édition commerciale. Il voulait faire ses trucs à lui, les distribuer à ses amis, puis c'est ça qui l'animait. Oui, je trouve que le cas de Las Quinn, qui est un livre qui fait partie de l'histoire littéraire, hein, qu'aujourd'hui on a enseigné au cégep, qui représente quelque chose d'important dans l'histoire littéraire, bien, Albert Laberge... quand il écrit le livre, contrairement à son premier qui était publié dans une maison d'édition, mais Las Quinn et tous les livres qu'il va faire après Las Quinn vont être auto-édités. Il en fait à 30 copies à peu près, 35 copies, qu'il distribue à ses amis seulement. Bon, il y a quand même des amis bien placés, là, mais il distribue Las Quinn seulement à ses amis. Il ne veut pas qu'il soit revendu. Il leur interdit, c'est à peine s'il leur dit pas d'aller le brûler après, là. Genre, vous gardez ce livre-là, personne d'autre que vous a le droit de le lire. Il veut pas que ça se retrouve dans une librairie. Il y a vraiment une intentionnalité de... puis quand il va parler de sa démarche d'écriture, c'est vraiment, lui, il a envie d'écrire et il a envie que les gens qui aiment et qui l'aiment le lisent. Il n'a pas envie que la littérature dépasse la frontière de l'amour, de l'affection, quelque part. C'est fou. C'est tout un engagement. Là. Lui, clairement, il ne cherchait pas à vivre de ça ou c'était pas possible. Mais de toute façon, il dit qu'il y avait déjà... Il était journaliste, hein, il y avait déjà un bon salaire. La littérature, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'il voulait gagner sa vie. C'est vraiment pas une entreprise marchande qui le pousse à écrire ses livres. Il va le dire, c'est pas l'argent. Il y a déjà un bon salaire, de toute façon. Puis, ça fait un parallèle intéressant avec... Je reviens à Requiem, qui, eux, cherchaient... Ils ont commencé par un fanzine, mais ce qu'ils voulaient, c'était être quelque chose de plus officiel. Il y avait ce désir-là de devenir une vraie, entre guillemets, publication reconnue. Oui, c'est ça. En fait, le rapport à la publication professionnelle existe dès les débuts de l'histoire des zines, mais c'est pas du tout le même que celui qui existe aujourd'hui. Dans le sens que les premiers zines, donc les fanzines, naissent dans le fandom de science-fiction surtout.
Puis le fandom, donc c'est le milieu des fans de science-fiction. Les fans se définissent en opposition aux professionnels qui travaillent dans les revues ou les magazines qui publient de la science-fiction. Les fans produisent leur propre magazine qu'ils appellent fanzine pour fan magazine, mais leur volonté, c'est pas de rester dans les marges, ou en tout cas pas nécessairement sur une base économique. En fait, très très tôt, pour les fans, il y a l'ambition de faire des publications qui ressemblent à des magazines professionnels, qui respectent les standards de l'industrie du magazine, puis qui cherchent aussi à chercher un public le plus large possible. Ça, cette ambition-là, elle traverse toute l'histoire du premier fandom de science-fiction, puis des débuts de l'histoire des zines. Reste qu'il y a quand même un rapport de pouvoir ou une forme d'opposition au milieu des professionnels, mais ça va être plus sur la question de est-ce qu'on a envie ou pas de cette pratique de publication-là. Puis c'est aussi une question de les professionnels produisent des histoires de science-fiction. Nous, on les lit, on les commente, on les collectionne. On est peut-être qu'on aspire à avoir le statut d'auteur professionnel ou d'éditeur professionnel, mais tant qu'on n'est pas passé de l'autre côté, on reste dans le fandom, puis c'est ça, c'est comme une culture qui coexiste avec le milieu professionnel, mais qui est pas la rupture n'est pas la même que celle qu'on pourrait voir aujourd'hui. Mais c'est ça qui est aussi intéressant quand on recule puis qu'on se pose les questions par rapport au passé. Parce que tous les milieux non constitués, au départ, sont originaux ou en marge. Donc, moi, je m'étais surtout intéressée au milieu de la poésie parce qu'avant les années 50, il n'y avait aucune maison d'édition spécialisée en poésie au Québec. Dans les premières, il y a l'Hexagone. Mais l'Hexagone, c'était des amis qui cousaient des livres dans leur sous-sol. Hein. On est très proche d'usine. Puis, il n'y avait pas comme ambition initiale de devenir une maison d'édition aujourd'hui émérite. Donc, toutes les premières maisons d'édition dans un milieu où ça n'existe pas, donc le milieu de la BD pour Requiem, au départ, il faut créer quelque chose qui n'existe pas. On ne peut pas être de facto professionnel. Il n'y a personne qui est professionnel. On ne peut pas être de facto professionnel parce qu'on n'a pas d'argent pour l'être. On n'a pas la reconnaissance, on n'a pas la visibilité. Puis je crois que le zine, surtout les zines collectifs, mais ça commence souvent, ou même tous les milieux commencent un peu par de drôles d'individus qui ont envie de faire des choses. Puis après, autour d'eux se forment des amis. Puis là, ça commence à prendre un peu d'espace. Puis à un moment donné, ils prennent de l'expérience. Puis en prenant de l'expérience, en gagnant de la visibilité, là, ça devient un peu plus mainstream. Donc là, ils peuvent devenir l'hexagone qu'on connaît aujourd'hui. Bon, après, il y a toujours la question de... C'est pas tout le monde qui veut ce parcours-là. Mais on peut jamais savoir c'est quoi les intentions des gens. Est-ce que s'il y avait pu, ils seraient devenus l'hexagone? Ou est-ce qu'il serait resté constamment un zine qui se veut en marge? On peut pas savoir parce qu'il y a souvent des parcours qui vont être arrêtés au milieu, au début, à d'autres moments. Donc, c'est vraiment difficile quand tu fais l'histoire de telle publication, de tel groupe de personnes, de savoir réellement c'était quoi l'intention et si ces personnes-là étaient réellement radicales dans leur idée de l'autopublication, ou peu importe la distribution, ou si c'est le parcours de vie qui est mené là, ou s'il aurait voulu faire les deux, ou peu importe. Mais c'est vrai que quand tu regardes, pour moi, tous les débuts, peu importe du milieu, mais ça commence un peu par l'artisanat. Puis je pense que c'est d'autant plus vrai au Québec dans la mesure où la bande dessinée, la science-fiction, même la poésie, c'est des choses qui se sont constituées puis qui existent de façon très reconnaissable ailleurs avant d'exister ici. Il y a des maisons d'édition de poésie en France, aux États-Unis, avant qu'il y en ait ici. Il y a beaucoup de bandes dessinées qui se rendent jusqu'ici, des États-Unis, de la France également. La science-fiction, pareil. Puis les gens qui font les premiers fanzines de science-fiction ou de bande dessinée, c'est dans le même esprit. En fait, c'est l'idée de constituer un milieu propre à ces deux genres ou médiums ou formes d'expression-là, en imitant ce qui se fait ailleurs, puis vraiment en cherchant cherchant à jeter les bases de ce qui va être éventuellement un milieu éditorial professionnel. Puis dans ce sens-là, oui, ils se considèrent comme des fans parce que c'est des lecteurs, des lectrices qui ont un intérêt marqué pour ces publications-là, mais leur ambition, dans bien des cas, c'est pas nécessairement de rester du côté des fans, mais vraiment de mettre en place tout l'écosystème qui va se constituer autour de ça. T'sais, Requiem, ça existe encore aujourd'hui. Ça a changé de nom pour Solaris, mais c'est encore aujourd'hui une revue de science-fiction très importante. Autour des Requiem, il y a eu des maisons d'édition qui ont vu le jour. Il y a un prix littéraire remis à la science-fiction qui s'est constitué, qui existe encore aujourd'hui. Puis même chose du côté de la bande dessinée, à peu près en même temps, donc vers le milieu des années 70, il y a
plein de publications. Il y en a qui se présentent d'emblée comme des journaux, comme des revues, mais qui, a posteriori, on va les identifier comme des zines parce que ils ne sont pas pérennisés, qu'il y avait un côté amateur à la démarche. Mais c'est les mêmes gens qui participent à la création de ces premiers zines de bande dessinée-là qui vont éventuellement fonder les premières maisons d'édition, en tout cas les premières tentatives, parce que la BD en français au Québec, c'est quand même un long processus avant que ça devienne ce que c'est aujourd'hui. Mais qui vont, par exemple, mener à la création de Crow puis de Safarir, qui vont créer les premiers postes de salariés, de créateurs de bande dessinée. Même chose pour les petits débrouillards. Il y a comme un milieu qui essaie de donner les moyens de créer, de faire de la bande dessinée, puis de le faire dans des revues, des livres, etc., qui sont des vraies revues, des vrais livres, un vrai milieu éditorial. Là. Mais ça, c'est vraiment comme un moment dans l'histoire dont tu parles. Mais quand est-ce que ça a changé, ce paradigme-là? Parce que là, les zines, aujourd'hui, comme tu l'as dit, on n'est plus du tout dans cette économie-là nécessairement. Puis j'ai l'impression que les créateurs de zines ne cherchent pas nécessairement à accéder à la littérature commerciale. Ou je ne sais pas quand est-ce que c'était quand le switch, que là, tout a changé au niveau de la création de zines. Je ne sais pas si vous voulez... je crois que c'est le jour où c'est devenu un choix. Il y a une différence entre quand c'est un choix, quand tu peux l'investir comme un choix, et quand que c'est ta seule option. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Puis quand c'est devenu, je pense qu'aujourd'hui, le zine, c'est un choix qui gagne en valeur. Donc, si on se base plus sur la littérature que, par exemple, l'histoire de la BD, parce que c'est plus ça que je connais, pendant très longtemps, jusque dans les années... Mettons des années... avant faire de l'autopublication, c'était vraiment commun. Anne Hébert a autopublié, Alain Grandbois a autopublié. Il y a une quantité de personnes qui a autopublié, en fait. Ça faisait partie de la vie. Tu pouvais même faire plus d'argent en autopubliant qu'en faisant partie. Tu avais les subventions. Les subventions étaient plus individuelles qu'aux éditeurs. Donc, ça valait quand même la peine. Ça valait son pesant d'or de faire soi-même ses livres. Après, quand que le milieu littéraire s'est plus institué, on s'est mis à se dire que les gens qui autopublient, c'est par manque de choix, c'est par manque de talent. Donc, autopublier, c'est soit parce que il y en avait à l'époque aussi, mais c'est soit parce que tu es un enfant qui veut faire un livre de famille vraiment cute. Là, je le cherche. Campagnard, ouais, elle a 9 ans, je crois. Et elle fait un petit livre de poèmes sur sa vie et sa famille qu'elle donne à un abbé. De là qu'on a encore le livre aujourd'hui. Merci à cet abbé. C'est comme un livre photo où elle fait des poèmes sur sa vie et son quotidien. Ils sont vraiment quand même bons, ces poèmes. Mais j'imagine qu'elle ne voulait pas nécessairement faire partie du circuit littéraire. Mais on s'imagine souvent que pendant un certain temps, jusqu'à aujourd'hui, on s'imaginait que faire de l'autopublication, c'était manquer de talent en littérature. Je crois que quand la scène d'usine par la BD a commencé à avoir peut-être une meilleure résonance, il y a des gens qui avaient continué à avoir des pratiques marginales en littérature, mais qui n'avaient aucune visibilité, qui se sont peut-être un peu associés à ça parce que là, ils trouvaient écho dans leurs pratiques. Puis, on pouvait un peu distinguer les gens qui font de l'autopublication, qui sont toujours pas bons, des gens qui font des zines. Donc, la différence entre l'autopublication et le zine, c'est le choix. Est-ce que tu choisis d'investir cette scène-là? C'est aussi un peu un regard méprisant de d'autres personnes, là, mais parce que je crois qu'il y a beaucoup de monde qui font de l'autopublication qui rêverait d'être dans une maison d'édition, alors que quand tu fais un zine, tu penses pas que cet objet-là va se retrouver nécessairement dans une maison d'édition. Tu le fais par choix parce que c'est ça que tu as envie de faire. Au Québec, en tout cas, c'est vraiment dans la science-fiction et la bande dessinée qu'on le voit de façon le plus nette. Là. Au milieu des années 70, tout le monde fait des zines des deux côtés. 10 ans plus tard, les gens qui ont commencé à faire des zines au milieu des années 70 sont déjà en train de faire des revues professionnelles, sont déjà en train de travailler à des livres, etc. Au milieu des années 70, pendant les années 70, c'est aussi le moment où il y a la contre-culture au Québec qui vient se greffer un peu à la culture nationale. Il y a beaucoup d'engouement pour des pratiques considérées comme étant hors normes. Le rock'n'roll, la science-fiction, la bande dessinée, tous les mouvements de la contre-culture comme les hippies et tout ça. On fait une espèce d'amalgame, puis on vient le greffer à la culture nationale à ce moment-là.
Puis la bande dessinée puis la science-fiction, au niveau éditorial, profitent énormément de ce mouvement-là. Ce qui fait que déjà dans les années 80, il y a une deuxième génération de créateurs et créatrices qui déjà veulent rester en marge, déjà s'opposent un peu au nationalisme puis à la volonté de s'instituer de ceux et celles qui les précédaient. En bande dessinée, c'est super clair. Henriette Valium commence à faire des bandes dessinées déjà au début des années 80. Déjà, il s'auto-édite. Ça le démarque quand même au départ. Puis il y a un peu de mal à naviguer le milieu éditorial en bande dessinée qui n'existe pratiquement pas. Mais à la fin des années 80 puis au début des années 90, là, il y a comme toute une génération en fait qui vient faire de la bande dessinée puis qui cherche même pas à faire autre chose que s'auto-éditer puis qui veulent vraiment explorer avec la forme, avec la bande dessinée, changer le médium, l'adapter à de nouvelles questions. C'est ça, ça se constitue au même moment où des notions comme le roman graphique commencent à apparaître en France, aux États-Unis. Là. Mais c'est sûr que de ce que je retiens aussi de ce que tu dis, c'est qu'il y a eu l'arrivée aussi de la popularisation du mouvement Do It Yourself, qui change quelque chose dans la perspective générale de faire les choses soi-même. Donc, que ce soit en musique, en BD, en littérature, c'est sûr que ça vient renverser un peu les a priori de comment on fait les choses. Culturellement. Oui, c'est ça. Mais dans l'histoire des zines, disons, à l'échelle internationale, le punk, dans les années 70, c'est vraiment un point tournant super important. Parce que ça prend, disons, l'idée de l'identité fan puis d'appartenir au fandom, puis ça le redéfinit dans des termes qui sont beaucoup plus larges, associés à une esthétique vestimentaire, à des goûts musicaux, mais aussi à un ethos, une façon d'être dans le monde, une façon de parler. Puis là, tout d'un coup, la production de zine vient s'inscrire dans un mode de vie qui est beaucoup plus large que juste être fan de science-fiction, de bande dessinée. Puis au niveau visuel, ben, ça change beaucoup la donne parce que la volonté de se professionnaliser, là, elle change. Ce qui était considéré comme étant les professionnels de la bande dessinée ou de la science-fiction, ils sont pas comme nous, mais en même temps, on fait partie du même mouvement, du même milieu, puis on est en dialogue. Ben, avec les punks, ben, les professionnels, ben, c'est les grandes maisons de disques, c'est la presse musicale officielle, ou en tout cas mainstream, disons. Puis là, il y a une altérité puis un rapport très, très conflictuel avec les professionnels. Puis la volonté de vouloir rester dans les marges, développer ses propres pratiques, ses propres codes visuels, son propre style d'écriture littéraire aussi. Fait que dans le fond, la question du choix, comme tu as dit Stéphanie, puis de l'espace de liberté aussi, c'est ça qui anime beaucoup. Puis je me demandais, on a un peu parlé du petit objet précieux, là, parce que c'est ça qu'on fait quand on accueille en bibliothèque des zines, ça devient des objets, en tout cas la bibliothèque nationale qu'on conserve. Donc, est-ce que pour vous, ce regard-là de la personne qui conserve le zine ou qui le collectionne change un peu la nature de la publication? Là? Je sais qu'on sort un peu du sujet, là, mais là, j'ai envie d'avoir votre perspective là-dessus. Comme Albert Laberge aussi, il savait que nous, on a 4 livres de lui, alors qu'il les brûlait parce qu'il ne voulait pas que ce ne soit pas ses amis qui conservent. En même temps, je pense qu'il n'en reviendrait pas que la bibliothèque conserve des choses qu'il aurait fait renvoyer avant. Il y a tout, je ne sais pas qu'est-ce qu'il penserait de ça. C'est tout un autre monde, en fait. Comment Albert Laberge se situerait aujourd'hui, j'en ai aucune idée. Mais c'est sûr que... Mais en même temps, ça aussi, jusqu'à un certain point, ça reste un choix parce que déposer un livre à la bibliothèque, c'est les créateurs et les créatrices qui le déposent. Donc, si tu veux pas que ton zine se retrouve dans les collections et les archives de la bibliothèque, ben tu le déposes pas. Donc, je crois pas que... ça reste quand même un choix. Là, je dis ça, peut-être que des fois, vous achetez des zines sans poser la question aux gens. J'en ai aucune idée, là, mais... Ça arrive. Peut-être que dans ce cas-là, on peut se poser la question, mais je pense que la majorité de la collection, elle est déposée par consentement, non? Non? Non, bien, on fait des achats et on reçoit aussi des dons. Donc là, à ce moment-là, la personne d'origine le sait peut-être même pas que ça s'est rendu jusqu'à nous. Donc, ça dépend. Parce que c'est des collections privées qui sont données... ouais. Oui, c'est ça. Oui, mais cela dit, il reste un milieu qui fait d'usine puis qui est... comment dire? Qu'on retrouve pas... qu'on retrouvera clairement pas au Salon du Livre, qu'on
pas retrouver dans les collections de BANQ non plus, mais même qu'on va pas retrouver à Exposine, parce qu'il y a aussi ça, tu sais, Exposine, même si c'est peu de frais, ça te demande quand même de payer pour avoir une table. Ça demande quand même d'avoir quelqu'un derrière la table qui va vendre les zines. Donc, les personnes qui font des zines anonymes, qui les donnent ou qui les font entièrement à contribution volontaire, il n'y a pas vraiment d'intérêt à être à Exposine non plus. Donc, je pense que c'est une question de rapport aux grandes institutions, mais c'est aussi une question de rapport à l'écriture ou l'édition puis à la distribution. Mais moi, j'ai envie de dire que rendu là, c'est un rapport à la vie privée. Parce que oui, effectivement, on pourrait se dire que c'est pas correct de prendre un zine, de le mettre dans les collections nationales quand c'était pas ça l'intention de la personne. Mais dans les archives, on retrouve aussi des choses sur la vie privée des gens autres que les zines. Là. On peut retrouver des photos, on peut retrouver des archives de journaux, on peut retrouver bien des affaires que les gens n'auraient pas voulu que ça soit dans ces archives. Puis on décide de le faire pour la grande histoire, puis parce que c'est comme ça qu'on apprend sur la collectivité. Donc, de cette façon-là, on peut, de la même manière, se poser la question sur pourquoi qu'on garde ces archives-là pour la grande histoire humaine, sociale. Et les zines, dans ce cas-là, rentrent dans la même catégorie. Parce que si la personne ne voulait pas qu'elle se retrouve aux archives, effectivement, on est en train de dénaturer son projet, ses intentions. Peut-être qu'Albert Laberge serait en fait en tabarnak. Il se retourne dans sa tombe. Il se retourne dans sa tombe de savoir que la BANQ a ses livres en 4 copies. Mais rendu là, cette question-là, c'est plus une question sur le zine, c'est une question sur la vie privée des gens puis sur ce qu'on archive des autres avec ou sans leur consentement. Je suis pas sûre qu'en tant que chercheur sur les zines, on a nécessairement une réponse à cette grande question sociale. Mais je crois pas qu'elle vient changer quelque chose sur ce que le zine est ou sur ce que l'intention de la personne est, mais plus sur le côté archivistique et ce qu'on accepte de faire sans le consentement pour le bien public. Je vais ajouter peut-être un truc à nos réponses conjointes à ta question par rapport aux collections privées. C'est aussi une question qui a été toujours débattue dans l'histoire des zines. Qu'est-ce qu'on fait avec les collectionneurs ou les collectionneuses privées qui, par leur travail de collection, se trouvent à faire monter la valeur des zines qui souvent avaient comme mission, ou en tout cas comme intention d'être distribués le plus, de façon la plus accessible possible. Dans les milieux de science-fiction, là, les premiers zines sont publiés dans les années 30, puis dès le milieu des années 30, il y a des espèces de guerres d'auteurs ou d'autrices de zines contre les collectionneurs ou les gens qui font le commerce des zines, qui font des enchères, qui vont chercher des exemplaires. Ce zine-là a été imprimé d'abord en 10 copies, puis après réimprimé, les 10 premières copies valent plus cher, puis qui vont une espèce de faire une poussée vers le haut des prix. Il y a une espèce de... Il y a aussi quelque chose qui dénature l'objet, le fait que ça soit mis en circulation, retiré de la circulation par des collectionneurs ou des collectionneuses, puis après remis sur le marché avec un surcroît de valeur. C'est aussi des choses qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui. Maintenant que les zines, leur mission principale, c'est pas de faire circuler de l'information, mais bien d'être des objets imprimés, là. Pour la plupart des zines, il y a aussi cet enjeu-là qui se pose. Là. Il y a une forme de spéculation qui peut exister sur certains zines, puis qui dénature un peu aussi, je pense, l'intention des créateurs ou des créatrices. En même temps, dans le monde littéraire, dans le monde de l'art, en fait, dans tout le champ culturel plus institué, c'est pas les créateurs ou les créatrices qui ont le dernier mot sur ce qui arrive à leur création de toute façon. Il y a de la critique, il y a des historiens, des historiennes de l'art, il y a des musées, il y a des galéristes qui ajoutent aussi un peu leur... qui contribuent aussi à établir la valeur puis à construire le discours autour des œuvres. Oui, puis c'est la preuve que c'est pas en faisant des zines qu'on abat le capitalisme. Là. C'est sûr, ça peut être récupéré par le capitalisme, par la revente, ça sort pas d'une société ou d'un marché potentiel. Là. C'est pas parce que au final tu fais quelque chose, mais c'est comme n'importe quoi. Hein. Tu peux être militant et récupérer. Tu peux être... je pense qu'on fait juste pas se sortir du monde dans lequel on vit. On peut pas... on peut en débattre pendant vraiment longtemps. On peut être en lutte contre ça. On peut avoir des discours intelligents là-dessus, mais de se demander qu'est-ce qui dénature quoi ou de se demander comment ça se positionne à l'intérieur même, c'est juste compliqué parce qu'on vit dans une société de laquelle on n'est pas capable de s'échapper. Puis c'est juste des exemples perpétuels du même phénomène. On est pris dans une société capitaliste où des gens vont faire de l'argent. Là, récemment, j'ai vu que pour la soirée hommage
au Cowboy fringant. Les billets étaient gratuits. Il y a des revendeurs qui les revendent 500 $ des billets gratuits. Pour une soirée hommage à quelqu'un de mort, on peut vraiment se poser des questions là-dessus aussi. Hein? Tu sais, s'il y a quelque chose, mais rendu là, c'est pas une question sur le zine, c'est une question sur la société dans laquelle on vit. Genre, pourquoi ça existe, ça? Pourquoi on est dans ce marché-là? Pourquoi les gens sont omnibilés par la rareté d'un objet? Même si cet objet-là, c'est 2 pages brochées ensemble. Il y a quelque chose d'un peu fou. Hein? Oui. Oui, puis on a toutes sortes d'exemples. Moi, je pense souvent aux éditions Erta. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est une maison d'édition fondée en 1949 par Roland Giguère. Alors qu'il était étudiant, puis là, il faisait des publications en 20 exemplaires, il essayait des trucs, puis il les donnait là, à ses amis. Puis maintenant, sur le marché de l'art, ça vaut comme 5 000 $. Mais alors que si on revient à l'intention du départ, ça n'a pas de sens, mais le marché vient changer ça un peu. Je ne sais pas si vous trouvez qu'on a bien mis la table sur un peu l'histoire du zine, parce que peut-être qu'il y a des gens dans l'assistance qui ont des questions pour vous. Je ne sais pas si vous avez des jalons super importants que vous voudriez apporter pour compléter. Peut-être plus revenir, j'ai fait allusion à un passage, disons, qui serait un zine qui fonctionne essentiellement sur le principe de la communication puis de l'échange d'informations, à un zine qui est plus un objet imprimé avec une valeur artistique, etc. Bien, ce passage-là, souvent, on le situe autour de l'arrivée ou en tout cas la popularisation d'Internet comme moyen de communication, ce qui a fait que l'imprimé a arrêté d'être le moyen de communication le plus abordable. Puis à partir de ce moment-là, tous les gens qui faisaient des zines essentiellement pour faire circuler de l'information de la façon la plus facile possible, bien, se sont tournés vers des sites Internet, après des blogs, après les réseaux sociaux. Puis tout ça, bien, aujourd'hui, c'est plus vraiment des zines, même s'il y en a qui reprennent un peu la formule. Puis c'est aussi à ce moment-là qu'on voit de plus en plus de techniques d'impression artisanale, de plus en plus de jeux avec les reliures, avec les papiers, un contenu plus artistique. Quand même, quand il y a du texte, ça va être du texte littéraire plutôt que du texte informatif dans la plupart des cas. Il y a vraiment comme une valorisation des zines qui passe plus par la dimension littéraire, artistique. Puis ça se fait donc à peu près autour du début des années 2000, fin des années 90. Là, c'est vraiment c'est difficile de trouver une date précise, mais en tout cas, c'est lié clairement à l'avènement de l'ordinateur personnel. C'est toujours là-dedans qu'on est aujourd'hui, en fait. Oui, tout à fait. C'est ça, moi, avec Jess de la coop Coup de Griffe, qui est probablement là-bas, et Guillaume, on fait Zine de Zine, qui est un peu une espèce d'effort de nostalgie, là, où est-ce qu'on fait un zine qui est fait circuler de l'information sur les zines. Puis on le fait sous la forme de zine. On le distribue pas en ligne, en tout cas pour l'instant. Mais c'est vraiment une espèce de clin d'œil à l'histoire des zines dans ce sens-là, plus que quelque chose qui servirait vraiment à... Comment dire? C'est pas né des circonstances, l'idée de faire une espèce de zine qui fait circuler des informations. Là. C'est vraiment plus en ayant l'histoire des zines en tête qu'on le fait. Oui, puis ça va laisser une trace là, de savoir quand telle année vous avez recensé, je sais pas, une vingtaine de zines. Mais, après, ça va aider les futurs chercheurs peut-être sur le sujet. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions dans l'assistance sur l'histoire des zines au Québec? Soyez pas gênés. Non. Sinon, on peut peut-être montrer... J'ai apporté des zines de ma collection personnelle, puis un peu essayer de montrer des trucs qui, justement, qui posent question, est-ce qu'on considère que c'est un zine ou pas? Bon, je voulais juste, par curiosité, reprendre le titre de Albert Laberge. Ça m'a intriguée. Lasquin. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas si tu veux-tu raconter élaborer un peu. Non? Ben... Moi, j'y vais. Lasquin, j'adore ce roman. C'est vraiment un excellent roman. Lasquin, c'est un peu comme un anti-roman du terroir. Donc, ça a été publié, je pense, en 1918, Ouais, je pense que oui. au début du 20e siècle. 1918. Puis, en gros, c'est l'histoire d'une fille qui vit avec sa famille sur une terre agricole, dans un petit village, puis à une époque où est-ce qu'on idéalisait la vie en campagne, la vie sur la terre, où est-ce que l'Église poussait beaucoup pour qu'il y ait une espèce de glorification du rapport à la terre,
La Squin, c'est exactement le contraire. Donc, c'est des personnages qui ont des vies misérables du début à la fin, qui sont dans un milieu austère, refermé sur lui-même. La Squin, en fait, c'est une insulte qu'on lui lance. Elle se fait intimider par tout le monde dans le village plutôt que de voir une espèce de solidarité puis une espèce de communauté organique centrée autour de la famille qui serait vraiment une espèce d'idéal de la vie sur la Terre. Là, c'est exactement le contraire. Tout le monde se déteste, c'est rempli de magouilles. Donc, c'est une espèce Oui. Donc, publié au début du 20e siècle, ça se veut un peu le contrepoint d'une littérature du terroir qui commençait à se constituer à ce moment-là, puis qui idéalisait le rapport à l'Église, à la terre, à la patrie, etc. Si je me trompe... Oui, excusez. Est-ce que j'ai bien compris que c'est étudié au cégep? Oui. Ça fait partie des romans classiques de la littérature québécoise, là, avec Marie Calumet. Chapdelaine. Maria Chapdelaine, Marie Calumet aussi, qui est un peu dans le même esprit anti-terroir, qui est publié un peu plus tôt. Puis si je me trompe pas, ce qui faisait scandale à l'époque, c'est qu'il y a une scène de masturbation masculine. Donc, c'était dans la Squin. Oui, il y a un chapitre dans lequel il y a une scène qu'un homme se masturbe. Et, en 1918, au Québec, c'était pas des choses qu'on mettait dans les livres. Donc, il y avait aussi ce rapport-là à le publier soi-même et à ce que personne le voit, parce qu'il y avait quand même des conséquences potentielles à diffuser de telles insanités sur la place publique. Puis, je viens de vérifier dans mes notes, c'était 64 exemplaires. Il y en avait fait 64 exemplaires. On a un des exemplaires, juste pour la petite anecdote, ABANQ, parce qu'ils sont tous numérotés. Puis il y en a un que le numéro, c'est un point d'interrogation. Puis là, il y a écrit « Ah, je t'ai mêlé. » Je savais plus, je t'ai rendu à quel numéro. Ça m'a fait rire. Je comprends, j'en ai numéroté beaucoup des îles récemment, puis ça arrive tout le temps. Puis ouais, pour resituer d'un point de vue littéraire, là, il y a Une saison dans la vie d'Emmanuel de Marie-Claire Blais qui est publié, donc, je pense, au début des années 60, puis qui est un peu dans les mêmes cordes, là. Donc, c'est vraiment comme montrer toute l'horreur que peut être la vie dans un petit village refermé, isolé du reste du monde, avec des familles nombreuses, puis des voisins proches qui savent tout, etc., là. Merci. Tu allais présenter peut-être quelques documents. Oui, je peux présenter des zines. C'est comme un jeu presque, zine ou revue. Donc ça ici, c'est le deuxième numéro de Les Herbes Rouges, qui est maintenant une maison d'édition de poésie, mais qui était à l'époque une revue littéraire. Puis ça ici, ça ressemble vraiment beaucoup à un format de zine typique. Ça a été publié en 68. Mais en tout cas, pour moi, dans mon travail sur l'histoire des zines au Québec, ça, je le considère pas du tout comme un zine parce que ça n'a pas du tout l'envie, l'intention d'être un zine. Ça veut être une revue littéraire. On veut participer au champ littéraire, à la littérature, entre guillemets, officielle, là. On veut contribuer à la littérature québécoise. On veut pas du tout être en marge à ce moment-là. Peut-être apporter quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu différent par rapport aux autres revues ou au milieu éditorial qui se constitue à ce moment-là. Mais disons, il n'y a pas d'affirmation d'une position en marge ou à contre-courant ou disons, contre-culturel à ce moment-là, dans cette publication-là. Donc, ça ressemble à un zine. Pour moi, ça n'en est pas un. Si on le considère à partir des critères de ce que sont les zines aujourd'hui, peut-être que ça en pourrait être un aussi. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Mais c'est dur parce que, en plus, en poésie, mais, tu sais, Patrick Strahan se considérait dans la contre-culture. On a quand même des noms de la contre-culture dans Les Herbes Rouges. Il y a quand même une volonté de ne pas s'inscrire dans l'institution depuis le départ aux Herbes Rouges. Donc, mais c'est là que je reviens, c'est que le mot n'était pas utilisé en littérature. Donc, c'est vraiment difficile de voir, d'essayer de croiser les intentions parce que, évidemment, le but, c'est de faire des choses qui sont sérieuses, qui ne sont pas l'autopublication dénigrée. Oui, c'est ça. Donc, mais l'autopublication dénigrée, c'est pas des zines non plus aujourd'hui. Non, c'est ça. Fait que c'est ça qui est compliqué à situer des objets comme ça parce qu'en littérature, il y avait deux choix. Soit tu faisais des livres des livres, des biographies, par exemple, des livres qui se veulent pas un travail sur la forme, mais ça se veut quand même un travail qui remet en question comment on fait de la poésie, qui est un peu irrévérencieux. Les Herbes Rouges, ils boivent trop, ils font la marde dans tous les lancements. Les gens, ce sont souvent des personnes non grata.
il publie Denis Vanier. Denis Vanier, tu le veux pas à ton événement, ça finit jamais bien. Non, mais c'est vrai, c'est des gens quand même qui sont là en train... C'est des punks qui détruisent des vélos puis qui pensent qu'il faut aller au bout de soi-même, au bout de toutes ses limites pour pouvoir... Donc, ils sont quand même dans un esprit très punk. Est-ce qu'ils sont pas en train de faire un zine? Est-ce qu'ils sont vraiment en train de vouloir faire de la littérature sérieuse dans une institution sérieuse de la littérature, de vouloir gagner des prix? Je sais pas, là. J'oserais pas aller jusque-là. Mais c'est là qu'il est difficile de replacer qu'est-ce qu'une chose est devenue avec son contexte d'initiation, comment les gens ont vieilli à travers ce contexte-là, comment la marginalité change, comment... je pense que c'est là que c'est mouvant. C'est la même question que l'arrivée d'Internet. L'arrivée d'Internet change tout. Parce qu'il y a des choses qui deviennent désuètes, qu'on réinvestit, qui deviennent inutiles. C'est plus la même chose. Donc, faire un zine aujourd'hui, c'est plus juste transmettre de l'information, c'est se poser une question sur l'impression, sur l'idée d'avoir un objet. Alors qu'au départ, l'objet va de soi. Donc, c'est là que je trouve difficile, moi, de replacer des choses dans ces... À contrario, à cette époque-là, n'étaient zine que les publications faites par des fans. Et de ce point de vue-là, clairement, les gens qui faisaient des choses qui s'appelaient des zines ou des fanzines à l'époque n'auraient jamais considéré ça comme étant un zine. Ça, c'est certain. C'est plus tard qu'on va pouvoir réintégrer les publications, disons, en marge, subversives, etc., dans le corpus des zines, parce que les gens qui faisaient Requiem, bon, c'est un peu plus tard, là, mais clairement, on leur aurait dit Les Herbes Rouges, c'est un zine. Ils auraient été vraiment surpris, étonnés de se faire dire ça, je pense. Oui, puis c'est aussi pour ça qu'on ne dit plus fanzine. Exact. Qu'on dit zine. Ouais. On sent l'évolution. Moi, j'ai amené un petit zine. Je trouvais ça drôle. J'ai amené un zine littéraire qui est un fanzine parce que c'est un zine de fans sur BoJack Horseman. Fait que je me suis dit que c'était comme un bon exemple d'aujourd'hui, comment un zine peut être à la fois littéraire et encore respecter le code des fans. Donc, c'est l'autrice qui s'imagine dans le monde de BoJack Horseman et qui se demande si les célébrités l'aiment. Et qu'est-ce que les célébrités aiment? C'est très bon. Je le laisse sur la table. Je peux peut-être y aller avec un exemple. T'es un des premiers, une des premières revues littéraires qui veut être un zine ou un fanzine. C'est Steak Haché. Là, on est à la fin des années 90, début des années 2000. Il y a notamment encore Denis Vanier qui est dans le comité éditorial de cette revue /zine-là. Ça se présente à la fois comme une revue et comme un zine. Je pense que la mention zine ou fanzine n'est jamais sur la couverture, mais qu'à l'intérieur, il y en a des références comme étant un zine ou un fanzine. Puis là, on est vraiment dans l'esprit punk jusqu'au bout. Il y a énormément de gens qui contribuent à cette revue-là, qui est publiée à chaque semaine, à ce zine-là qui est publié à chaque semaine. Oui, je pense qu'il y en a une centaine de numéros en quelque chose comme... je sais plus là. Ben, ils ont pris une petite pause. Ils ont comme fait un volume 1 puis un volume 2, mais il y a comme une cinquantaine de numéros par volume. C'est quelque chose de... Bref. Et puis, il y a aussi des... c'est vraiment un objet intéressant. Vous pourriez peut-être venir après la présentation, le feuilleter. Il y a aussi des illustrations, des photos. C'est vraiment un cauchemar de mise en page. Chaque texte est imprimé avec une police de caractères différente. Ça donne un peu l'impression que les textes ont été simplement compilés, assemblés avec de la colle, probablement, puis photocopiés. Mais c'est un peu la mode, parce que les premiers histoires aussi changeaient de police à chaque texte. OK. Genre, fait que je pense que dans les années 70-80, c'était la mode d'avoir... Les gens voulaient que les mots ressemblent à quelque chose. Moi, c'est ce que j'ai compris pour les gens estuaires. Fait que je sais pas si c'est ça, mais il y a comme quelque chose dans l'air du temps aussi. OK, bon. Parce que estuaire, je ne dirais pas que c'est un zine. Non, c'est bien une revue. Oui, ça se veut une revue. Oui. Puis, c'est ça. Là-dedans, il y a des personnes qui ont contribué. Bon, il y a Denis Vanier, il y a, je l'ai vu, Patrice Desbiens qui a beaucoup contribué de texte, mais il y a aussi des personnes complètement inconnues qui sont disparues de la scène littéraire, qui ont contribué à quelques numéros, des textes passablement douteux par ailleurs. Donc, ça a mal vieilli. Ben, forcément, surtout si on publie à chaque semaine, il y a quelque chose qui est très marqué par l'instant. Mais aussi, je pense qu'il y avait, comme il n'y avait pas la volonté de s'inscrire pleinement dans le milieu littéraire, ben, il ouvrait la porte à des gens qui écrivent par loisir ou qui ont été sollicités pour écrire spécialement pour
pour participer au zine. Donc forcément, on sort du milieu littéraire, on sort des conventions littéraires aussi. Puis on tombe vers une écriture qui n'est pas nécessairement la plus belle d'un point de vue littéraire, disons. Moi, je peux continuer avec d'autres vieux zines, tant qu'à faire. Ça, c'est un vieux fanzine de bande dessinée qui était basé à Gatineau. Encore une fois, ça se présente comme un journal. C'est aussi, comme fanzine, c'était un critère qui était essentiellement basé sur est-ce qu'on est fan ou pas, est-ce qu'on appartient au fandom ou pas. Le fait d'être journal, c'était pas incompatible avec le fait d'être un fanzine. Il y a beaucoup de revues qui disent revue fanzine. C'est pas des catégories qui sont au départ nécessairement exclusives ou mutuellement exclusives comme elles peuvent l'être aujourd'hui. Même chose pour les livres. Dans l'histoire de du fandom de science-fiction aux États-Unis, il y a des livres qui sont faits par des fans qui se présentent comme des livres et des fanzines parce qu'ils émergent du fandom. Puis il y a celui-là aussi que j'aime beaucoup, Pour ta belle gueule d'Ahurie. Je trouve qu'il y a un titre incroyable. Ça a l'honneur d'être la deuxième publication à porter la mention fanzine, à se présenter comme un fanzine. Puis ça, c'est à la fois science-fiction et bande dessinée. Donc, je peux peut-être essayer de montrer un peu de quoi ça a l'air l'intérieur, comme ça. Donc, ça, c'est la partie plus texte. Ça vaut la peine de voir aussi le sommaire, comment ça se présentait, parce qu'on voit que on cherche vraiment à reproduire les codes de la revue ou du magazine. Les gens qui le font sont constitués en comité éditorial, on se sépare le travail, alors qu'en pratique, probablement que cette séparation-là n'était pas vraiment respectée. On fait un sommaire. Il y a vraiment l'idée de faire comme les professionnels qui font des magazines, parce que ce qu'on veut, au fond, c'est arriver à se professionnaliser en commençant, en le faisant avec les moyens du bord. Puis à la fois, Pour ta belle gueule d'Ahurie et Requiem, c'était financé en grande partie par les services aux étudiants. Celui-là, c'est le Cégep Sainte-Foy à Québec, puis Requiem, c'était... voyons, celui qui est à Longueuil. Là. Édouard Montpetit. Édouard Montpetit, voilà. Ouais. Il reste quelques minutes. Dernière chance de poser une question, peut-être. Sinon, moi, j'aurais une dernière question pour vous autres. En fait, par rapport à votre position de chercheur, est-ce que pour vous, c'est problématique de, justement, revenir dans le temps puis de se questionner sur des choses actuelles? Puis moi, je viens un peu des études féministes, puis c'est quelque chose qu'on fait souvent, d'apporter notre regard actuel sur des événements du passé parce qu'on veut les réactualiser, on veut les comprendre autrement. Est-ce que ça se vaut pour vous, comme chercheur, de faire ce travail-là puis d'en faire de la recherche officielle, ou là, on a une discussion libre, mais ça ne ferait pas nécessairement l'objet d'une recherche concrète? Bien, je pense que, tu sais, objectivement, on peut pas dire que la Squin, c'est un zine, parce que ça n'existait pas dans la tête de la personne qui l'a fait. Mais si on pense aux zines littéraires aujourd'hui, on ne peut pas oublier que ces pratiques-là ont existé avant. On ne peut pas oublier que cette histoire-là fait partie des zines qu'on va créer aujourd'hui, qui sont des zines littéraires et qui influencent les autres zines qui ne sont pas des zines littéraires. Que cette histoire-là, elle vient parce que le zine littéraire, lui, fait partie de cette histoire-là. Puis après, avec toute la scène du zine s'intègre avec le zine littéraire, donc est influencé. Donc oui, c'est important de revenir dans le passé pour, arrêter de croire qu'on fait des choses nouvelles quand on n'en fait pas vraiment des nouvelles. C'est quand même important. On invente rarement des choses, c'est plate, mais c'est souvent ça. Donc, je pense que c'est important, mais aussi de se rappeler comment ça s'est constitué, puis qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qui se module. Par exemple, je pense qu'aujourd'hui, plus le zine s'institutionnalise, plus il peut avoir de la pression à en faire un, alors qu'avant, écrire dans des pages, c'était correct. Maintenant, il faut que ça... OK, c'est-tu des pages lignées que je fais dans un duotang, ça a un sens avec le texte ou je sais pas quoi, alors qu'avant, cette question-là se posait moins, ou même dans des... J'avais choisi des vieux livres autopubliés où j'en ai-tu un où on voit vraiment... il fait juste vraiment écrire à la main sur des pages, là. Donc, on est vraiment dans un artisanat du livre. Il a photocopié des pages écrites à la main. Mais il y a quand même un petit... Tu sais, il prend la peine de mettre sa photo, là. Tu sais, il y a quand même du sérieux dans sa démarche, Jean Roy, mais... ça reste que c'est écrit comme ça à la main, photocopié, sans réelle
intérêt graphique, c'était de distribuer un texte littéraire, de l'information quelque part qui était prédominant dans sa démarche. Des pratiques comme ça allait exister. Aujourd'hui, c'est sûr que plus on investit la scène d'usine, en fait, plus moi, à mon avis, plus on institue aussi des sentiments complexes. Hein. Plus il peut y avoir de la honte, plus il peut y avoir de la retenue, plus il peut y avoir plein de choses parce que ça signifie pas exactement la même chose qu'avant. C'est plus aussi décomplexé. Tu peux vouloir aspirer à être dans des collections. Tu peux aspirer à gagner un prix comme le prix Exposine. Tu peux aspirer à certaines choses. C'est plus juste faire un zine. Et même si c'est juste faire un zine, ça dit quelque chose, peu importe. Tu fais partie d'un milieu. Donc, pour moi, oui, c'est important de se restituer, pas pour débattre à savoir si la Squin est réellement un zine ou non, parce que Albert Laberge, il s'en foutait là, de savoir si c'est un zine ou non. Mais, par contre, ça fait quand même partie de l'histoire du zine, selon moi. Oui, pour un peu, comment dire, reformuler ce que tu as dit, mais avec, dans le cadre de ma démarche dans ma réflexion puis ma démarche de recherche, si on se fait juste suivre l'utilisation du mot zine ou fanzine, certainement qu'on peut éviter de faire des anachronismes, mais en même temps, on passe à côté de comment l'histoire des zines est perçue par les gens qui font des zines à tous les moments de cette histoire-là. C'est-à-dire que déjà dans les années 40, les fans de science-fiction, quand ils parlaient de l'histoire des zines, ils intégraient des choses qui ne portaient pas la mention zine ou fanzine. T'sais. Puis à chaque fois que le médium ou le mot est redéfini, bien, on élargit sa définition en y incluant des choses qui n'y étaient pas incluses auparavant. Quand les zines deviennent plus manifestement un objet imprimé, ça a toujours été imprimé, mais il y a un moment où est-ce que, comme c'est le contraire de la publication en ligne, mais là, ça devient très visible, très sensible, le fait que c'est un objet en papier imprimé. Mais là, tout d'un coup, on vient recréer une nouvelle filiation avec l'histoire de l'imprimé. On va inclure les pamphlets politiques du 18e siècle dans l'histoire des zines. On va inclure toute l'édition d'artistes, le travail, la gravure dans l'histoire des zines. On va créer des ponts comme ça. C'est ces ponts-là qui sont créés a posteriori, qui sont plus sensibles comme étant l'histoire du zine, l'histoire de la pratique par les gens qui en font, que l'espèce de généalogie qu'on peut faire de chaque utilisation, qu'on peut retracer. De se concentrer sur ça, ça peut aussi créer un biais de chercheur si on ne va pas complémenter avec, au présent, comment les gens le définissaient, puis dans quoi est-ce qu'ils l'inscrivaient, pour faire sens un peu de leur pratique puis de l'objet qu'ils fabriquent. Oui, puis je pense que c'est toujours utile de revisiter parce que les catégories, ça sert à rien si c'est pas pour nous permettre de voir des choses. Donc, on n'est pas des dictionnaires, les chercheurs, on n'est pas, puis même les dictionnaires, ça se réinvente. Mais je pense pas qu'il y a d'intérêt à catégoriser les choses si c'est pour vraiment fermer des portes puis se mettre des œillères. Il y a un intérêt à catégoriser des choses si ça nous permet de voir des choses grâce à ce mot-là. Donc, si on invente des mots, c'est parce qu'on a envie de pouvoir explorer et mieux voir le monde. Pas s'enfermer dans une définition, selon moi. Donc, je pense que, justement, en revisitant toujours un peu, OK, mais maintenant que j'ai appris ça sur le zine, maintenant que ça existe aujourd'hui, qu'est-ce que ça me montre du passé? Qu'est-ce qu'on a oublié? Est-ce que le fait que c'était fait à la main, par exemple, ça avait une moins grande valeur à cette époque-là, mais qu'en fait, si on le lit, le livre, pour vrai, maintenant que l'être humain a déclaré qu'on n'a pas besoin d'aller chez un imprimeur pour que la littérature ait un sens et une valeur, mais on peut aller lire des œuvres du passé qui ont été exclues puis mises de côté parce qu'elles n'avaient pas été faites de la façon qu'on était capable de les lire à cette époque-là. Donc oui, nécessairement, d'arriver avec une définition future et que cette définition-là soit valorisée, ça nous permet de voir des choses comme dans les études féministes qui sont passées sous le tapis parce qu'à cette époque-là, on s'en foutait. Oui. C'est super intéressant. Mais il vous reste du travail à faire, ça veut dire. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est tout le temps qu'on a. Je vais juste regarder l'heure. Oui, bien, merci beaucoup. Vraiment, c'était super intéressant. Merci tout le monde. Merci à vous.